Et donc, Bruno. Très bien. Donc, OK. Donc, je prends la parole. Bonjour, bonsoir plutôt à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de Nixon in China. Nixon in China de John Adams, qui est programmée à l'Opéra Bastille au mois de mars et au mois d'avril. C'est une œuvre qui est donc chantée en anglais, en anglo-américain, et qui dure 3 heures, dont un entracte. Alors, quelques mots. D'abord, c'est un événement que de programmer Nixon in China à l'Opéra de Paris, parce que c'est une œuvre qui est extrêmement rare. En tout cas, à Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque depuis sa création, on va y revenir en 1987, Nixon in China a été donné à Paris 2 fois seulement. Une fois en 1991, à la MJC 93 Bobigny, la représentation était d'ailleurs dirigée par John Adams, et une fois en 2012 au Théâtre du Châtelet, où en fait la production était signée Chen Qizhang, donc qui était un metteur en scène chinois. Depuis, plus rien à l'Opéra de Paris, depuis plus rien à Paris, je veux dire. Donc c'est vraiment un événement que de programmer Nixon in China à Paris dans un premier temps, et puis bien évidemment à l'Opéra national de Paris. C'est donc une entrée au répertoire. Autre élément intéressant aussi, c'est de voir que notre directeur prolonge une forme de cycle, même s'il n'aime pas trop ce terme, autour de l'opéra américain du XXe siècle, puisque on a donné A Quiet Place de Leonard Bernstein, et d'une certaine façon, programmer Nixon in China, c'est prolonger un peu ce cycle consacré à l'opéra américain du XXe siècle. Alors, quelques mots sur John Adams. John Adams est un compositeur américain qui est né en 1947, et donc il est toujours vivant, bien sûr, il n'est pas mort, et il est en même temps compositeur, clarinettiste de formation et chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui, dans un premier temps, a été influencé par un courant qu'on qualifie de répétitif, de minimaliste. En France, on dit le courant répétitif, avec des figures de proue que sont notamment Steve Reich, John Cage ou encore Philip Glass. Et progressivement, il va s'affranchir de cette influence minimaliste pour trouver son propre style. Alors, il va aborder à peu près tous les genres, le genre symphonique, le genre concerto, etc. Et il va écrire également plusieurs opéras. Les plus connus des opéras de John Adams sont El Niño, Dr. Atomic, autour de la bombe atomique, et Nixon in China. Ça, c'est important. Alors, la genèse, si on parle un peu de la genèse de Nixon in China, alors il y a une originalité qu'il faut bien retenir. C'est qu'il est très rare que ce soit un metteur en scène qui soit à l'origine du projet. C'est le cas pour Nixon in China. À l'origine, il y a Peter Sellers, le metteur en scène américain que l'on connaît bien, qui est notamment l'auteur de la mise en scène de Tristan et Isolde, qu'on a reprise récemment, dirigé par Gustavo Dudamel. Et c'est Sellers qui a l'idée, au départ, d'un opéra autour d'un événement politique absolument majeur, qui a été la rencontre de Richard Nixon et de Mao Tse-tung en février 1972. Il a cette idée-là, dans le contexte de la guerre du Vietnam. Et du coup, il va rassembler ou associer le compositeur John Adams et une librettiste qui s'appelle Alice Goodman. Alors, il faut bien comprendre qu'au départ, John Adams n'aime pas l'opéra. Il n'a pas du tout envie d'aborder le genre. Et c'est Peter Sellers qui va véritablement le convaincre de se lancer dans l'aventure. Donc, c'est Sellers qui réunit les 2 autres personnages que sont John Adams et donc Alice Goodman. Ça, c'est en décembre 1985, très précisément. À partir de 1986, John Adams compose sa partition. Il va mettre à peu près 2 ans. Et en octobre 1987, Nixon in China est créé à l'Opéra de Houston, au Texas. L'œuvre va immédiatement donc être appréciée par le public. Elle va trouver son public. Mais par contre, la critique, étrangement, va rester muette.
Quelques critiques vont notamment qualifier l'opéra de CNN opéra. En raison de quoi? CNN, bien sûr, le grand média américain, parce que c'est la première fois, ou c'est l'une des premières fois qu'on écrit un opéra autour d'un sujet extrêmement politique et médiatique. C'est pour ça on va qualifier l'opéra de CNN opéra. Alors, à partir de là, donc la mise en scène de cette production était de Peter Sellars, bien sûr. Donc, cette production va tourner un peu partout, aux États-Unis, puis progressivement, elle va s'imposer en Europe, sauf en France. Bon, en 91 également, on va monter une production, mais pour autant, l'œuvre va progressivement s'imposer pour devenir une œuvre absolument incontournable du XXe siècle. Absolument incontournable. Même si, je le répète, en France, elle a été très peu donnée. En revanche, aux États-Unis, mais aussi en Europe, c'est une œuvre qui fait partie, si je puis dire, du répertoire. Alors, de quoi parle Nixon in China? Alors, l'opéra est construit en 3 actes. Le premier acte comprend 3 scènes. Le deuxième acte comprend 2 scènes. Et le troisième acte comprend une seule scène. Et donc, c'est la rencontre, le sujet, c'est la rencontre de Richard Nixon, président américain, avec Mao Tse-tung. Donc, le premier acte, la première scène, c'est l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Pékin de Nixon, de sa femme Pat Nixon et d'Henry Kissinger, son ministre des Affaires étrangères. Et là, la première scène tourne autour de l'accueil médiatique. Alors, bien sûr, Zhou Enlai vient à l'accueillir. Zhou Enlai, qui est le ministre de Mao Tse-tung. Alors, voilà, poignée de main, les journalistes qui couvrent l'événement, Nixon fait une intervention, etc. Enfin, là, on est dans une scène qui est une scène médiatique, qui tourne autour du traitement médiatique, si je puis dire, de l'arrivée de Nixon à Pékin. Deuxième scène, c'est la rencontre essentielle entre Nixon et Mao Tse-tung. Alors, c'est une scène absolument étrange, puisqu'il y a également les 2 ministres, Henry Kissinger et Zhou Enlai, et il y a également 3 femmes qui sont derrière Mao Tse-tung et qui ne cessent de répéter un peu ce que Mao Tse-tung dit, voire même comme si elles avaient été totalement endoctrinées et qu'elles répétaient comme un perroquet ce que Mao Tse-tung disait. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la personnalité de Nixon et la personnalité de Mao Tse-tung se dégagent. Ce sont 2 personnalités contrastées. Nixon est plutôt un terrien. C'est quelqu'un qui veut arriver, qui veut parler, être vif du sujet en quelque sorte, rapprochement politique, etc., parler des affaires internationales, alors que Mao Tse-tung, lui, qui a une grande bibliothèque derrière lui, dit « Non, moi je veux parler de philosophie ». Donc, il parle, c'est un lettré, on voit que c'est quelqu'un qui connaît la littérature, la philosophie, et donc il a plutôt envie de parler de ça. Il dit, les affaires politiques, ça sera à traiter entre les ministres, mais nous, on va plutôt parler de philosophie. Donc, il s'instaure un dialogue entre les deux. Alors quand même, on sent derrière des oppositions idéologiques, bien sûr, mais c'est un dialogue un peu étrange entre les 2 personnages. C'est la deuxième scène. Troisième scène, nous sommes donc le soir du premier jour, une réception est donnée en l'honneur de Richard Nixon et de sa femme. Et là, des toasts, tout simplement, sont portés, un de Nixon, un de Zhou Enlai, à la fraternité, si je puis dire, au rapprochement des peuples, au rapprochement de la Chine et des États-Unis. Fin du premier acte. Au deuxième acte, 2 scènes. La première scène tourne autour de la visite par Pat Nixon, la femme de Richard Nixon, de quelques points importants de Pékin, mais bien évidemment éminemment symboliques parce que chargés, si je puis dire, d'idéologie. Alors, je vous les cite en vrac, une usine d'éléphants en verre, un élevage de porcs d'une commune du peuple, une clinique, une école, le palais d'été, le tombeau des Ming, voilà, c'est éminemment symbolique. Et à chaque fois, on voit un peu la réaction de Pat Nixon, un peu candide, un peu naïve, elle évoque un peu aussi son passé, etc. En tout cas, toute cette scène tourne autour du personnage de Pat Nixon. Deuxième scène, c'est une scène qui se passe le soir, et là, une réception est organisée, encore pour Richard Nixon et Pat Nixon, et là, un ballet est donné. Un spectacle est donné. Ce ballet, c'est le détachement féminin de l'armée rouge, qui a été conçu, pensé par la femme de Mao, qui s'appelle Chiang Ching, qui est donc un ballet éminemment idéologique autour du rôle des femmes dans la révolution prolétarienne, la révolution communiste. Voilà. Et alors, ce qui est très étrange dans cette scène, c'est que donc il y a le ballet, bien sûr,
Et en même temps, Nixon et Pat Nixon vont totalement s'investir émotionnellement dans ce qui se passe. Notamment, à un moment donné, il y a une jeune femme qui est fouettée par un propriétaire terrien, et Pat Nixon ne le supporte absolument pas. Elle se lève, elle se mêle au personnage du ballet. Richard Nixon se mêle également au personnage du ballet. Enfin, voilà une scène un peu surréaliste où il y a un mélange entre la fiction, si je puis dire, et la réalité. À la fin, Chang Ching elle-même se lève et commence à dire « je suis la femme de Mao » et avoir un air comme ça, tout à fait, j'allais presque dire, d'une teneur idéologique. Fin du deuxième acte. Troisième acte, une scène, une seule scène. Cette scène est étrange parce que chaque personnage est dans sa chambre et en fait, les personnages ne sont pas ensemble. Il y a les couples qui sont ensemble. Donc, il y a Pat Nixon et Richard Nixon. Il y a Mao et sa femme. Et puis également, donc ils sont ensemble. Et puis également, il y a séparés Henry Kissinger d'un côté et Zhou Enlai de l'autre. Comme s'il y avait une juxtaposition de scènes. Ils ne sont pas dans le même espace, mais on va tous les voir et on va tous suivre quoi. C'est une scène éminemment mélancolique, intimiste, où chacun va se plonger dans son passé, où les couples vont se plonger dans leur passé. Richard Nixon va se souvenir de la période où il était Marines, donc dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, et que donc du coup, il écrivait des lettres à Pat Nixon, et donc Pat Nixon réagit à ces lettres qu'elle recevait, etc. Pendant ce temps, on a Mao et sa femme qui vont évoquer le passé, leur passé de militants, etc. On sait que Chang Ching, par exemple, au départ, était une comédienne. Il a rencontré, elle était une comédienne, et puis ensuite, elle est devenue une passionnariat au même titre que Mao, et elle l'a soutenue tout au long de son combat, et notamment lors de la Révolution. Et puis, on a également Henry Kissinger d'un côté, mais qui joue un rôle très faible dans cette unique scène du troisième acte, et puis Zhou Enlai, qui lui réfléchit aussi sur son passé de militant, et se pose la question finalement, à quoi tout ça a bien pu servir? Est-ce que le peuple finalement en est ressorti grandi? Donc il s'interroge en quelque sorte sur le sens du militantisme, le sens de son action. Voilà. Et l'opéra se termine de cette façon. Alors, on voit bien que, alors là, j'ai essayé de vous raconter globalement ce qui se passe, mais finalement, on s'aperçoit que c'est un drame politique, mais c'est un drame politique. En tout cas, c'est un drame politique, mais en même temps, c'est un drame profondément humaniste. C'est-à-dire que l'objectif de John Adams, mais aussi d'Alice Goodman, la librettiste, et de Peter Sellars, c'est de montrer en quelque sorte l'intimité des personnages. On part du général et on va vers le particulier. Ça, c'est très important. Donc, d'un drame politique, on va d'une certaine façon vers quelque chose qui est beaucoup plus humaniste. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le livret déjà est écrit. Ça, c'est toujours mal à la gorge. Est écrit. À savoir que la poétesse Alice Goodman, qui est donc une poétesse, a écrit son texte en distiques rimés. C'est quoi des distiques? Ce sont des groupes de deux vers, en fait, qui peuvent être deux alexandrins, comme des vers de pieds différents, mais qui se suffisent à eux-mêmes et qui expriment une idée globale. Donc, les distiques sont souvent utilisés dans la poésie chinoise. Et c'est la raison pour laquelle, justement, elle a utilisé ces distiques pour renvoyer à l'univers chinois. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le texte d'Alice Goodman a parfois quelques obscurités. C'est un texte extrêmement allusif, où il y a tout un réseau de références culturelles, politiques, qui sont éminemment chinoises, très imagées en plus, comme souvent on fonctionne dans la culture extrême-orientale, par l'image. Et donc, parfois, il est difficile d'arriver à comprendre les choses pleinement parce que c'est très allusif, parfois c'est très allégorique, mais il faut accepter cette idée parce qu'on est dans un texte qui est éminemment poétique. Ça, c'est un premier élément. Mais le distique est également utilisé pour une autre raison, parce que c'est un système de versification qu'on utilise dans l'épopée. Or, John Adams, lorsqu'il compose Nixon in China, il veut écrire un grand opéra à l'image des grands opéras du 19e siècle, un grand opéra romantique autour de figures de héros. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'épopée. Et au départ, il s'inquiète parce qu'il se dit, mais
est-ce que Nixon et Mao peuvent être des héros? Et voilà ce qu'il dit, je le cite, « Ce que je n'avais pas compris, c'est que Nixon in China était exactement cela. Seulement les mythes, les archétypes étaient les personnages politiques célèbres de notre temps. » Voilà. Et donc, il réalise tout à coup qu'il peut faire de ces hommes politiques éminemment emblématiques des héros de notre temps. Alors, autre élément aussi qui est très important, c'est la façon dont il construit sa dramaturgie. Et il le fait de façon très cinématographique. C'est-à-dire que ça n'est pas un hasard si vous avez 3 scènes au premier acte, 2 scènes au deuxième et 1 scène au troisième. C'est presque l'idée d'utiliser une caméra, d'élargir la focale pour que progressivement, on puisse zoomer sur les personnages. On commence par le général, par le spectaculaire, et progressivement, on se rapproche de l'intimité des personnages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnages jettent les masques et on découvre derrière le masque politique qui il y a, derrière Mao, derrière Nixon, etc. Ça, c'est très important. Et ce que l'on comprend, le message, et c'est en ça que c'est un opéra humaniste, c'est que il y a derrière les confrontations idéologiques, il y a derrière les confrontations culturelles des passerelles possibles, et ces passerelles doivent être trouvées dans l'humanité, c'est-à-dire dans la dimension humaine des personnages. Ils partagent les mêmes émotions, ils partagent en quelque sorte des sensibilités communes, et cette humanité qui est absolument essentielle, leur permet, cette humanité, de se comprendre, à minima en tout cas, et de dépasser les clivages pour tout simplement essayer de trouver ce qui les rassemble. Et ça, c'est le message essentiel de Nixon in China. Alors, pour autant, bien évidemment, de nombreux thèmes sont brassés. Forcément, il y a le thème du totalitarisme, les barrières idéologiques, le totalitarisme et plus spécifiquement d'ailleurs l'art totalitaire, le rôle des femmes dans la société. Il y a également le rôle des médias. Donc, toutes ces thématiques, bien évidemment, sont essentielles. Mais je pense que la thématique centrale, c'est, si je peux la simplifier, la thématique humaniste. Voilà, très important. Autre élément maintenant, la dimension cinématographique, reprendre la dimension cinématographique, parce que au-delà de l'organisation dramaturgique, il y a le travail musical qui est fait par John Adams. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la structure musicale, donc dramatico-musicale de Nixon in China, repose sur une succession ou une juxtaposition de plans-séquences, comme au cinéma. Soit ces plans-séquences se succèdent et s'enchaînent de façon extrêmement harmonieuse par une forme de fondu enchaîné, soit ces plans-séquences se juxtaposent comme si on avait ce que l'on appelle un split screen au cinéma, c'est-à-dire 2 scènes en même temps qui nous est donné de découvrir, et en même temps les personnages ne sont pas dans la même pièce, mais 2 scènes ont lieu en même temps. Voilà. Donc, on est sur un principe du plan séquence, soit qui s'enchaîne, soit qui est juxtaposé. Par exemple, au 3e acte, c'est typiquement le principe du split screen. Les personnages ne sont pas ensemble et pourtant, on les découvre en même temps. Il y a une simultanéité en quelque sorte des scènes. Et pourquoi fait-il ça? Parce que John Adams s'est posé la question de comment donner l'illusion d'un opéra à numéro. Parce que s'il veut traiter de la forme de l'opéra traditionnel, il faut qu'il arrive à donner l'illusion des numéros. Alors, il ne va pas s'amuser à reprendre l'opéra à numéros du 19e, parce que, voilà, il veut dépasser un peu ce cadre. Donc, d'une certaine façon, ces plans-séquences, cette succession de plans-séquences, permettent de ponctuer l'œuvre et donc de lui donner on a le sentiment, en quelque sorte, qu'on a affaire à une succession de numéros. Donc ça, c'est véritablement l'objectif de John Adams. Alors après, autre élément qui est absolument capital, c'est que John Adams a le souci du public. Il a le souci d'écrire un opéra qui soit accessible au plus grand nombre. Lui-même a bien précisé qu'il n'était pas un moderne, il était un post-moderne. C'est-à-dire qu'il a eu toujours le souci de sortir du côté sclérosé de la musique contemporaine, de la musique héritée de la seconde école de Vienne, où à un moment donné, les compositeurs s'obligeaient à écrire en langage atonal, en un mot, en langage sériel, en langage dodécaphonique,
John Adams dit, moi je sors de ça, je dépasse ça, je suis ce que l'on appelle un post-moderne. Et j'essaie dans la mesure du public de parler à un public le plus large possible. Et donc, que va-t-il faire? Eh bien, en bon compositeur, justement, qui a ce souci-là et qui ne fait pas table rase du passé, eh bien, il va combiner, écrire une musique qui est une forme de syncrétisme entre, d'un côté, la musique savante, ce qu'on peut appeler la musique savante, qui va aller de Mozart qui va aller jusqu'à Berg, en passant par Stravinsky, en passant par Debussy. Il va également un moment citer Gounod, etc. Il y a tous ces compositeurs qui vont passer par le tamis de sa propre personnalité musicale, mais il ne va pas hésiter à aller puiser dans cette tradition de l'opéra et de la musique en général, de la musique, j'allais dire, traditionnelle. Ça, c'est très important. Et puis, à côté de ça, il va aller puiser dans ce que l'on appelle la musique populaire, et notamment la musique populaire américaine. Donc, il ne va pas hésiter à faire des allusions, bien sûr, au jazz. Le jazz, ça, c'est très important pour John Adams, mais pas seulement. La pop, le rock, le disco, la musique de film. Par exemple, typiquement, à un moment, il y a une citation d'une musique de Bernard Herrmann, qui était donc le compositeur de Hitchcock. Donc, voilà, on sent qu'il y a une culture populaire très forte chez lui et qu'il a envie de la traduire. Donc, d'une certaine façon, le public s'y retrouve. Il y a toute forme de sensibilité qui s'y retrouve parce qu'on peut aller puiser un peu partout. C'est ce que j'appelle une forme de syncrétisme musical. Et puis, il y a bien évidemment aussi, autre influence, le minimalisme. Ça, je l'ai dit, bien sûr, le minimalisme, c'est absolument fondamental. Alors, c'est quoi le minimalisme musical? Parce qu'on l'entend beaucoup, c'est une forme de colonne vertébrale de la partition. C'est ces rythmes qui reviennent de façon obstinée. Ces thèmes qui reviennent de façon obstinée. Si vous devez penser à quelque chose, parce que à l'origine finalement du minimalisme, on peut presque considérer que Ravel y est avec le boléro. Si vous pensez au boléro, c'est-à-dire avec ce thème, avec deux thèmes qui reviennent de façon absolument lancinante, qui commencent aux percussions et ensuite tous les instruments de l'orchestre viennent s'agglomérer, si je puis dire, aux percussions, mais avec une base rythmique qui est d'une certaine façon toujours la même, eh ben, on est dans le principe déjà du minimalisme musical. Et donc, dans Nixon in China, vous allez avoir cette colonne vertébrale-là qui est très forte, qui est ce qu'on appelle l'ostinato, c'est-à-dire le fait de répéter de façon incessante. Si on peut coupler les micros, s'il vous plaît, parce que j'entends des retours micro. Merci beaucoup. Et donc, du coup, cet ostinato, c'est-à-dire ces rythmes lancinants et répétés, vous allez l'entendre quand je vous passerai un extrait, vous verrez, c'est absolument caractéristique. Autre élément aussi qui est très important dans Nixon in China, j'ai toujours un retour scène, s'il vous plaît. Merci bien. Et donc, autre chose aussi qui est très important, c'est qu'au niveau de la constitution de l'orchestre, je vous ai parlé du jazz, il faut comprendre que l'orchestre de Nixon in China a un noyau dur, si je puis dire, qui est jazzy. Je dis pas, attention, je ne dis pas que l'œuvre est uniquement, puisque j'ai dit qu'il y avait plein d'influences, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le noyau de l'orchestre de Nixon in China est un noyau qui est pensé, ce noyau-là est pensé comme un orchestre de jazz des années 30, façon Duke Ellington, le swing jazz des années 30. En quoi ce noyau est un noyau du swing jazz des années 30? Eh bien, c'est la percussion qui assure justement la section rythmique, la base rythmique. C'est souvent les percus qui assurent cette base rythmique. De même, vous avez des cuivres qui sont très importants, que ce soit les saxophones, etc. Donc, l'attaque des cuivres est très particulière, ressemble à ces attaques que l'on entend dans le jazz. Ce punch, en quelque sorte, des cuivres se retrouve également dans Nixon in China. De même que la cascade de notes au piano, si le piano est présent, on pense aussi donc au jazz. Et on a également aussi, dans l'esprit du jazz, un énorme travail sur le rythme. La polyrythmie, par exemple, c'est-à-dire on a plusieurs rythmes juxtaposés. On a également des rythmes syncopés qui donnent une sorte de swing comme ça, de rythme bien spécifique qui est typiquement jazzy. Voilà. Donc,
il y a un vrai travail du compositeur autour du rythme et c'est l'une des grandes références pour lui, c'est bien évidemment le rythme de jazz. Mais bien sûr, autour de cet orchestre, de ce noyau central qui est un noyau jazzy, vous avez bien évidemment un orchestre qui est étoffé avec les cordes, notamment, bien sûr, dans un orchestre de jazz, swing jazz des années 30, on n'a pas de cordes, là on a des cordes, et puis le pupitre des cuivres est également étoffé. Donc ça apporte aussi, ces cordes donnent une onctuosité qui permet de dépasser le simple cadre de l'univers jazz pour trouver bien évidemment d'autres climats, d'autres atmosphères. Voilà, je pense qu'on peut dire d'essentiel sur Nixon in China. C'est en tout cas une partition, je le répète, qui est une partition qui n'est pas difficile d'écoute. Alors, il faut se familiariser, c'est vrai, avec le principe de l'ostinato, c'est-à-dire de ce principe, je l'ai dit, du minimalisme musical et de ces rythmes répétés de façon lancinante. Mais une fois qu'on a dépassé cela, on rentre très facilement dans l'œuvre parce que, bien évidemment, il y a de nombreux passages qui sont d'une très grande séduction. Pourquoi? Parce que tout simplement, au-delà de l'orchestration, Adams pense voix aussi. C'est capital. Quand on est un compositeur d'opéra, c'est important aussi qu'on se préoccupe de la ligne vocale. Or, que fait Adams? Il va combiner deux choses. Il va combiner le grand récitatif classique, la grande déclamation lyrique, le parler-chanter que l'on trouve, qui s'émancipe progressivement à partir du milieu du 19e siècle et l'opéra du 20e siècle, c'est essentiellement du récitatif, du parler-chanter. Bon, ça c'est une chose. Mais il va rajouter à ça des passages qui sont d'un grand lyrisme, voire même qui sont virtuoses, dans l'esprit du bel canto. En effet, comme il pense voix, et qu'il pense aussi profil psychologique des personnages, il va associer chaque des tessitures spécifiques à chaque personnage. C'est ce que font les grands compositeurs d'opéra. Donc, vous allez avoir, par exemple, on va de la clé de Fa à la clé de Sol, si je puis dire, dans les clés de Fa, vous allez avoir, par exemple, Richard Nixon, qui est un baryton plutôt aigu. Vous allez avoir Zhou Enlai, qui est un baryton plutôt central. Vous allez avoir ensuite donc Mao Tse-tung, qui est un ténor, mais un ténor très aigu, avec une écriture extrêmement tendue. C'est un rôle très périlleux que le rôle de Mao. Et puis, chez les femmes, vous allez avoir… Alors, pardon, j'ai oublié Henry Kissinger, qui est un baryton basse, plutôt bouffe d'ailleurs, plutôt de comédie. Et puis, donc, on passe maintenant dans les clés de sol. Chez les femmes, notamment, donc on a évoqué Mao, qui est un ténor aigu. Vous avez Pat Nixon, qui est un soprano lyrique assez traditionnel. D'ailleurs, elle a un très bel air au deuxième acte, magnifique air. Et puis, vous avez Chong Ching, la femme de Mao, qui est un soprano coloratour dans l'esprit de la Reine de la Nuit. Elle a un air extrêmement virtuose à un moment donné. C'est vraiment un rôle écrit pour un soprano coloratour. Donc, vous voyez que même au niveau vocal, John Adams s'inscrit d'une certaine façon dans la tradition opératique, avec des tessitures pensées en fonction du profil psychologique des personnages et avec bien évidemment un lyrisme qui est plus ou moins expansif en fonction de la situation. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de Nixon in China. Alors, avant de vous montrer un extrait, parlons un peu de la mise en scène. Parlons un peu de la mise en scène de Valentina Carrasco. Alors, Valentina Carrasco, c'est une metteuse en scène argentine. Et elle a travaillé pendant des années avec une troupe que l'on connaît bien qui s'appelle la Fura dels Baus, une troupe catalane qui a mis en scène de l'opéra, du théâtre, un univers très surréaliste, très, très original. Et la Fura dels Baus, d'ailleurs, qui a monté un certain nombre de productions à l'Opéra de Paris, dont une flûte enchantée il y a des années, qui était dans des matelas, sur des matelas, les personnages sautaient sur des matelas, mais en fait, c'était l'idée, tout se passait dans le cerveau, la tête, c'était une approche extrêmement psychanalytique. Et ils avaient monté également une mise en scène de mémoire du château de Barbe-Bleue de Bartók. Bon. Et donc, à chaque fois, Valentina Carrasco a travaillé avec eux. Et également, encore récemment, lorsqu'on a donné la production du Trouvère, on l'a reprise d'ailleurs cette année, dans la mise en scène d'Alex Olé, Valentina Carrasco a travaillé sur cette production puisque Alex Olé est membre de la Fura dels Baus. Bon, mais depuis,
Valentina Carrasco travaille toute seule, c'est-à-dire qu'elle a monté un certain nombre de productions lyriques un peu partout en Europe. Et donc, c'est la première fois, en tout cas, qu'elle montera toute seule une production à l'Opéra de Paris. Alors, que va-t-elle faire de sa mise en scène? Une thématique très simple, très simple. Cette thématique, c'est la thématique de la diplomatie du ping-pong. C'est quoi la diplomatie du ping-pong? Il faut savoir que la visite de Nixon à Mao en février 1972 a été préparée par un tournoi de ping-pong entre les pongistes américains et les pongistes chinois. Comment ça s'est passé? En mars 1971, il y a un championnat du monde qui se passe au Japon. Et pendant ce championnat du monde, il va se passer une anecdote qui est vraie, qui est véridique. Alors, je n'ai plus les noms en tête, mais un pongiste américain va être obligé, alors qu'il a décidé de prolonger son entraînement, au moment où il va sortir, il va s'apercevoir que son bus est parti. Et il reste un bus, c'est le bus chinois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans le bus chinois. Et là, il va sympathiser avec un triple champion du monde chinois. Ils vont sympathiser, ils vont s'asseoir à côté dans le bus. Et au sortir du bus, le Chinois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un cadeau. Il va lui donner un tableau, je crois, en soie ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, une œuvre d'art, il va lui donner ça. Et le pongiste américain est très embêté. Il dit, moi, j'ai rien, j'ai qu'un peigne. Je ne peux rien te donner. Et finalement, quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'il lui donnera? Il lui donnera un T-shirt avec les couleurs rouge, blanc, bleu, qui sont les couleurs de la paix. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Mao Tse-tung va avoir vent de cette histoire. Il va même dire que son pongiste chinois, il est peut-être plus diplomate que lui-même. Il dit, mais il est génial, ce type. C'est formidable. Et du coup, grâce à ça, les Chinois vont inviter les Américains à venir en avril, quelques jours après, en avril 1971, faire un petit tournoi. Alors, les Américains vont connaître un échec terrible, puisque sur 13 parties, ils vont en perdre 13, mais pour autant, ça va sceller le rapprochement entre les Chinois et les Américains, et cela va donc préparer la venue en février 1972 de Nixon en Chine. Voilà. Et c'est ce que l'on a appelé la diplomatie du ping-pong. Alors, il faut comprendre que ça n'est pas un hasard, c'est un événement, mais qui a servi les intérêts de la Chine. Il faut comprendre qu'à cette époque, la Chine est très isolée politiquement, puisque ça fait 10 ans qu'elle a divorcé, si je puis dire, de la Russie. La Russie est devenue un ennemi. Et donc, du coup, la perspective de se rapprocher des Américains est finalement assez intéressante pour les Chinois. On est dans un contexte de guerre du Vietnam, on est également dans un contexte très tendu dans le Pacifique, puisqu'il y a cet affrontement entre la Chine et Taïwan, Chiang Kai-shek. Donc, les Chinois voient d'un bon œil l'idée de trouver finalement, bon an, mal an, un nouveau partenaire, et l'Amérique peut représenter ce partenaire. D'ailleurs, c'est si vrai que quelques mois plus tard, les Chinois donc rentreront, je crois, à l'ONU. En tout cas, voilà, ils auront une ouverture, une porte qui va s'ouvrir grâce à ce rapprochement avec grâce à ce rapprochement avec les États-Unis. Voilà. Voilà un peu le contexte politique, et c'est donc autour de cette idée-là que Valentina Carrasco va construire sa mise en scène. Voilà, alors je vais vous partager, si vous le voulez bien, des photos de décors. Vous allez voir, on est clairement dans l'univers du ping-pong. Et juste une question, pourquoi pas Peter Sellars? Ah, pourquoi pas? On n'a pas vraiment beaucoup vu à Paris. Alors, c'est une bonne. Pourquoi pas? Alors, ça, il faudrait poser la question à notre directeur. Il faudrait poser la question à notre directeur, peut-être pour une raison simple. Si. Il avait déjà monté, il est à l'origine de la création, de la production originelle, si je puis dire. Bon, donc, le challenge pour lui, il était relatif, parce que monter une nouvelle production de Nixon in China, alors qu'il avait créé celle de 1987, ce n'était pas très intéressant, je pense. Voilà pourquoi. Je pense que ça n'a pas dû beaucoup l'intéresser, et je pense même que notre directeur n'y a même pas pensé. Il n'y a même pas songé. Voilà. Alors, je vous passe donc, du coup, comme je vous disais, alors, je vais donc vous partager
est-ce que vous me dites si vous voyez la photo? Oui. C'est bon? Non. Elle est sur le côté. Ah, oui, Ah, attendez, comment je peux l'agrandir? Du coup, je ne vois pas comment je peux l'agrandir. Vous ne voyez pas bien la photo? Il faut que vous cliquiez sur la deuxième diapositive, sur la colonne gauche. Là, vous avez cliqué sur la première, c'est présentation de la saison lyrique. Si vous cliquez sur la deuxième diapositive de la colonne gauche, on aura oui, la photo en noir et blanc plus importante. Attendez. Là, votre flèche, voilà, descendez votre flèche sur celle du dessous. Dominique, en fait, je pense que Bruno ne voit pas le même écran que nous puisqu'il partage une slide et nous, on voit tout le Et PowerPoint. ben voilà, je pense que c'est ça. Alors, attendez. Non, mais ce que je vais faire, on va voir. Je vais avancer, faites next, slide suivante. Là, vous voyez quoi, là? Présentation de la saison lyrique 22. On voit tout votre PowerPoint, en fait. On voit le PowerPoint. Ah là là. Et là, qu'est-ce que vous voyez? rien. Rien. Alors, attendez, maintenant, on va voir. Alors, c'est bon, je vais repasser. D'accord, très bien. C'est bon, je pense que j'ai trouvé. Il n'y a pas de problème. Ça va le faire. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Voilà, autant pour moi. L'étape de ping-pong. Voilà, exactement, l'étape de ping-pong. Donc, oui, mais par contre, je vais être obligé de vous passer au fur et à mesure, ce n'est pas grave. Donc là, encore une table de ping-pong. Je vais passer, donc vous voyez un peu l'esprit. Ici, vous avez donc, en fait, c'est la symbolique de l'avion. En fait, c'est un oiseau, mais la symbolique… Bruno, on est toujours sur la première image. En fait, quand vous prenez dans Zoom, vous choisissez un document, ça ne partage que celui-ci. Je ne vois pas quand vous passez les autres images. Alors, attendez, je ne comprends pas pourquoi, du coup… Alors, attendez. Bon, attendez. Je vais arrêter le partage. Je vais essayer de trouver, du coup… Je ne comprends pas pourquoi… On va y arriver. Hein, ça va. Là, vous voyez ou pas? Là, on voit la première image avec plusieurs tables de ping-pong. D'accord. Alors, est-ce que là, la deuxième, vous voyez ou pas? On voit toujours les tables de ping-pong. Oui, mais ça, c'est normal. Et la troisième, attendez. Là, est-ce que vous voyez? Là, on voit la sélection, oui. Vous voyez un oiseau? Oui. Pardon, voilà, ok, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui. Ok, donc voyez l'oiseau, et d'ailleurs il y a la symbolique aussi, bien évidemment, hein, du symbole aussi américain, et donc on a donc cet oiseau qui représente l'avion. Après, donc toujours un peu la même chose ici, donc j'ai passé une diapositive, et là on a donc l'arrivée, ce que vous voyez, donc vous voyez avec le tapis rouge, vous le voyez? Oui. Parfait. Ok, ça y est, on y est. Ensuite, ici, donc, discours donc, de bienvenue, on est toujours dans la scène 1 de l'acte 1. Et puis là, par contre, vous allez voir, voilà, là, on est dans la scène 2, vous voyez, avec la bibliothèque, et donc, avec au moment où Nixon et Mao se rencontrent, et en dessous, hein, vous voyez bien évidemment des livres comme ça qui sont par terre. Et ça représente bien sûr l'idée de l'autodafé, c'est-à-dire l'idée des livres qui ne sont pas politiquement corrects et qui donc sont supprimés, qui sont éliminés. Donc ça permet à Valentina Carrasco également d'évoquer le principe, la notion de totalitarisme culturel et politique. Là, nous avons ici donc une confrontation, donc une partie de ping-pong. On est toujours dans l'acte 1, toujours, ça doit être la troisième scène de l'acte 1. Et puis là, on passe ici, voilà, on va avoir le principe, on va avancer, voilà, ici, celle-là. Et là, on est dans la scène 1 de l'acte 2, au moment où Pat Nixon visite les grands sites de Pékin, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très sobre, c'est très épuré. Il n'y a pas énormément de choses sur scène, c'est très symbolique. J'ai 2 dernières images à vous montrer, mais bon, ça va. Là, on sent qu'il y a une forme de chaos qui est en jeu, puisqu'on a ce décor comme ça qui est en train de se déstructurer, parce que l'idée aussi de Valentina Carrasco, c'est de travailler aussi sur l'allégorie, sur la symbolique, etc. Elle ne veut pas d'une mise en scène qui soit totalement réaliste. Donc, il y a aussi, comme dirait le poète, une forêt de symboles.
Et là, voilà la dernière scène, le dernier décor au moment du départ enfin là, le dernier tableau. Voilà. Alors maintenant, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, donc on va passer maintenant, je vais vous partager un PowerPoint. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais reprendre la main. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui. Parfait. Donc, je vous passe, donc dans un premier temps, on va parler de la distribution. Alors, c'est Gustavo Dudamel qui dirige, qui est donc notre directeur musical. Et dans la distribution, donc un petit événement quand même, puisque nous avons dans le rôle de Nixon, Thomas Sampson, et dans le rôle de Pat Nixon, René Fleming, qui sont ces deux immenses artistes américains. Sampson n'était pas venu chanter chez nous depuis 2017 et René Fleming depuis 2012. Vraiment immense baryton américain et soprane américaine. Fleming a été longtemps, si je puis dire, l'égérie de notamment Hugues Gall, notre directeur qui a été directeur de 93 à 2004. Beaucoup de productions à l'époque avaient été montées autour de René Fleming, que ce soit le Rusalka, par exemple, que ce soit le Capriccio. Vraiment, c'est une immense artiste que René Fleming. Voilà, donc on est très heureux de l'accueillir pour ce rôle de Pat Nixon et Thomas Sampson, également ce très grand baryton. À côté de ça, le reste de la distribution, John Matthew Myers, qui chantera le rôle de Mao, fera ses débuts à l'Opéra de Paris, donc, mais il a déjà chanté le rôle de Mao. Et Chan Ching est donc la femme de Mao, qui est écrite pour un coloratour, est confiée à Kathleen Kim. Kathleen Kim, pour ceux qui sont allés entendre le Cendrillon de Massenet, c'était la fée, celle qui chantait le rôle de la fée. Voilà, pour les deux autres feront également aussi leur début à l'opéra, que ce soit Joshua Bloom dans le rôle d'Henry Kissinger ou Xiao Meng Zhang dans le rôle de Zhou Enlai. Alors, je vous passe un petit extrait donc tiré pour que vous ayez une idée de la partition. C'est tiré de la production qui a été donnée en 2012. Donc, vous fermez les yeux, bien sûr, parce que ce n'est pas la production que nous proposerons, mais ça vous donne une idée de la partition. Alors, je vais juste vérifier, si vous le voulez bien, que j'ai bien mis le son. Alors, j'arrête le partage pour vérifier que j'ai bien mis le son. Oui, c'est parfait. On peut y aller.
Voilà. Alors, j'avais oublié de dire une chose qui était quand même importante. Dans l'esprit du grand opéra, il y a l'omniprésence du chœur. Le chœur, vous le voyez, être très, très, très présent. Voilà, il est magnifiquement, d'ailleurs, ce sont de très belles pages que compose John Adams pour le chœur. Voilà, j'ai oublié d'apporter cette petite précision. Voilà, désolé encore pour les petits problèmes techniques. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Avons-nous des questions ce soir? Oui, je me demandais quelles étaient devenues les deux autres œuvres opératiques de John Adams. Ce sont des œuvres qui sont données alors, aux États-Unis souvent, en Europe un peu moins, mais ça reste quand même des opéras qui font partie, j'allais dire, du patrimoine, donc du répertoire. Et c'est pour ça que je dis qu'on est un peu un exemple, un cas un peu isolé. En France, on le donne très très peu, parce qu'il y a des grandes scènes européennes qui donnent les opéras de John Adams. Et il y a aussi un opéra qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle The Death of Klinghoffer. Et on a beaucoup parlé parce qu'il traitait notamment d'une prise d'otage par des Palestiniens, donc notamment de Juifs, sur un bateau de mémoire. Et la communauté juive, notamment New York, je crois que c'était new-yorkaise, je ne sais plus exactement, a très très mal réagi à cet opéra, a dénoncé. Et donc John Adams lui-même expliquait qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il pourrait reprendre cet opéra à cause de cette polémique. Voilà. Donc ce sont les aléas aussi, si je puis dire, de la politique. Voilà. Donc il y a aussi cet opéra, The Death of Klinghoffer, qui a été, dont on a beaucoup parlé. Voilà. Oui, oui. Oui. Oui, concernant l'effectif de l'orchestre, parce que je suis venue voir Hamlet, j'ai trouvé absolument magnifique, mais j'ai été surprise de voir que c'était presque un opéra mozartien. Là, je suppose que l'effectif de l'orchestre, c'est au moins le double. Enfin, j'aimerais pour avoir une idée un peu avant de venir. Oui, de mémoire. Alors, je parle de mémoire, mais il doit y avoir au moins 75 à 80 musiciens dans l'orchestre. Au moins. Ouais, au moins. Je viens de dire un petit mot. J'ai eu la chance d'aller à une répétition générale jeudi dernier. Oui. Et j'ai trouvé ça absolument sublime. Et notamment, votre directeur musical avait l'air particulièrement heureux de jouer cette œuvre. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé le dialogue avec les musiciens, avec tout le monde absolument sublime. Oui. Et la musique très, 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 très belle. Moi, j'ai adoré. Alors, je n'ai pas vu les mêmes extraits de mise en scène. Moi, j'avais vu je ne sais pas à quel moment c'était, parce que j'avais déjà vu l'opéra à Stockholm, mais c'était il y a longtemps. Il y avait une espèce de rideau, un petit voile entre le public et la scène, et très très romantique. Je ne sais pas à quel moment ça se situe, et j'ai trouvé que c'était très prometteur. J'ai vraiment trouvé intéressant, et puis les voix sont magnifiques. Enfin, je veux dire, Nixon et Pat sont sublimes, la femme de Mao aussi, c'est extraordinaire. Ah oui, oui. Enfin, alors, en tout cas, les Happy Few qui étaient là, on était tous mais complètement oui, parce qu'on transportés. Je pense que l'accueil devrait être merveilleux du public. Alors, l'accueil, je pense, notamment parce que Gustavo Dudamel ne dirige pas par hasard Nixon in China, il connaît très bien John Adams. Il connaît John Adams, c'est un ami de John Adams, donc il a beaucoup dirigé les œuvres de John Adams, pas seulement des opéras, mais également des œuvres orchestrales. Donc, c'est pour ça qu'il y a une affinité particulière c'était extraordinaire, oui. de Gustavo Dudamel avec cette partition. Et moi, je suis également allé voir une répétition. Ce qui m'a frappé, et c'est pour ça qu'il faut un très grand chef, c'est le travail sur le rythme. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est une partition extrêmement rythmée, et il faut une cohésion absolument phénoménale. Or, une chose importante, c'est que l'Orchestre de l'Opéra de Paris n'est pas familiarisé avec ce répertoire, finalement, quand on regarde bien. Il n'est pas familiarisé avec ce répertoire. Donc, j'imagine que le travail de Dudamel avec l'orchestre a dû être très, très important pour que la cohésion soit véritable, parce que vraiment, tout repose là-dessus. Hein. Tout repose là-dessus. Il ne faut pas de décalage, il faut vraiment qu'il y ait une synchronisation tout à fait remarquable. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle y était à l'orchestre, on l'entendait à l'orchestre. Voilà. Oui, il y avait une complicité entre le chef et l'orchestre. Enfin, c'était
Bien Il a sûr. dû beaucoup travailler avec eux et avec beaucoup d'allant. Enfin, on a l'impression qu'il les embarquait dans cette nouvelle musique et on Ouais. entendait très très bien les instruments, notamment les vents et les cuivres étaient absolument magnifiques. Oui, tout à fait. Non, je Il pense a- que ça il a- devrait être un très très grand moment et puis les voix sont magnifiques. Eh ben, je pense que ça va être un grand moment, d'autant plus que comme c'est une entrée, je ne l'ai peut-être pas dit, enfin, je ne vais pas rappeler que c'est une entrée bien sûr au répertoire. Et donc, du coup, ça va être aussi une découverte pour le public parisien, parce que mine de rien, ben, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette œuvre. Oui. Et puis également aussi, là aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai eu notamment une petite réunion où était présent le directeur, Alexandre Neff, et il a très très bien parlé de l'opéra contemporain, ce qu'on appelle l'opéra contemporain, l'opéra du XXe et du XXIe siècle. Et il disait une chose qui est très juste, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que lui, son ambition, c'est justement de programmer des compositeurs et des œuvres qui tendent la main au public, si je puis dire. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas de programmer des œuvres dont on sait qu'elles vont être données une fois, et puis ensuite, de toute façon, elles ne seront pas redonnées. Il dit, plutôt que de créer même, de faire une création contemporaine qui finalement ne sera peut-être jamais reprise, autant déjà proposer des œuvres du répertoire que le public parisien ne connaît pas, mais qui pourtant sont des œuvres passionnantes. Et typiquement, C'est très Nixon intéressant. est une illustration de ça. Il dit d'abord, allons chercher ce qui existe et qu'on ne donne jamais. Ben voilà, Nixon in China existe, on ne le donne jamais. Et je pense que pour le public parisien qui se dit, oh là là, 1987, il regarde la date, il dit, bon, opéra du XXe siècle, bon, voilà. Et en fait, c'est là où c'est important de bien communiquer, de faire comprendre que ben, y a des œuvres de cette période qui sont formidables. Pleinement le jeu j'allais dire, de l'opéra. Voilà, au sens, j'allais dire, au sens noble du terme. Voilà. Très important. Voilà. Et la metteuse en scène m'a semblé très prometteuse aussi. Oui, tout à fait. Elle est très, en plus, elle est alors très très gentille. Moi, il y a des années, j'avais assisté à la présentation du projet. C'était, je crois que le projet à l'époque de la Fera d'Elsbau, c'était le projet autour du château de Barbe-Bleue. Et Valentina, j'ai un souvenir que Valentina Carrasco était assise à cette table et très souriante, très gentille, très très conviviale, comme d'ailleurs les membres de la Fera d'Elsbau, très simple, voilà, très simple. Et je vais vous dire un signe qui ne trompe pas, c'est un petit détail, hein, mais moi j'adore les artistes qui viennent déjeuner à la cantine de l'opéra, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très peu nombreux. Et c'est un signe, parce que ceux qui viennent déjeuner, et je peux vous dire par exemple que René Fleming a gardé cette simplicité. Moi je me souviens qu'à l'époque du GAL, à chaque fois qu'elle venait chanter dans une production, elle était à la cantine parmi les autres. Hein. Elle venait s'installer parmi les autres. Et bien l'autre jour, elle était à la cafette. Voilà, pas de secret. Robert Carsen, même chose, il vient déjeuner à la cafette quand un petit peu, voilà. Et Valentina Carrasco y était aussi. Donc c'est important parce qu'il y a, oui, une simplicité, il y a une convivialité, il y a une envie de travailler ensemble qui voilà. Et puis on a l'impression qu'elle est au service de l'œuvre. Enfin, le peu que j'ai vu, voilà. Tout à fait. Ça, c'est quand même très appréciable. Oui. Elle aime beaucoup cette œuvre. Elle en parle très bien d'ailleurs. Il y a une vidéo sur le site de l'opéra. Oui, elle en parle très bien. Elle en parle très bien. Donc voilà, j'espère que ce sera un grand succès et que je ne serai pas la seule à apprécier. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions à Bruno pour continuer de nous faire rêver? Moi, j'ai même un souvenir de l'arrivée de l'avion dans la première scène, premier acte. C'est arrivé de Boeing, cette tête de Boeing qui arrivait sur scène, là, et avec des petits personnages en bas et ce gigantesque avion américain dominant tout. C'était quand même quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir la nouvelle mise en scène, mais c'est magnifique. Vous allez voir justement, là c'est un oiseau en fait, donc ça va être beaucoup plus sobre. Vous me parlez d'un avion, je pense du coup, alors je ne sais plus, hein, enfin pas la MJC4, oui c'était Bobigny, c'était peut-être du coup dans la mise en scène, vous aviez vu une mise en scène du coup, ça devait être celle de Sellars alors, ça devait être de Sellars. Oui, celle de Sellars. Un avion, oui. La tête d'avion. C'est ça. Ça c'était Sellars qu'on trouve au Met et à Bobigny. Voilà. C'est ça, c'est Sellars. Moi, j'avais vu une retransmission en direct du Met, mais je ne me souviens plus quels étaient les artistes. Je pourrais vous le dire. Alors, on a hâte d'avoir la présentation de la nouvelle saison, parce qu'à vous entendre, on voit que le contemporain devrait ne pas être oublié. Oui. Oui, non, mais il y a toujours, je le répète, hein, il y a cette volonté aussi. Les saisons d'Alexandre Neff ont ceci de, je trouve, ont ceci de passionnant que
elle couvre un spectre extrêmement large. Quand vous regardez bien le détail des saisons, depuis la première saison, enfin toutes les saisons qu'il a programmées jusqu'à présent, elles sont souvent un peu construites, structurées de la même façon. Et vous avez, quand vous y regardez bien, toujours à un moment donné, une œuvre à minima du XVIIIe siècle. Donc, vous allez avoir un Handel, ou alors vous allez avoir une œuvre de la tragédie lyrique, vous allez avoir Rameau, quelque chose comme ça. Vous allez avoir forcément Mozart, une ou deux œuvres. Et puis ensuite, vous allez au XIXe avoir une belle représentativité de l'opéra italien, avec souvent, vous avez donc les trois grands compositeurs avant Puccini, c'est donc il y a Rossini, Donizetti, Bellini, et puis ensuite il y a Verdi et Puccini. Et ben, à un moment, si vous regardez bien les saisons, vous allez avoir soit un Rossini, soit un Donizetti, vous allez avoir aussi un Bellini, vous allez avoir au moins deux Verdi, souvent deux Verdi. Vous allez avoir un Puccini, et si vous n'avez pas un Puccini, vous aurez un opéra veriste, j'allais dire pour compenser, mais souvent vous avez un Puccini. Donc vous couvrez à peu près le spectre très large de l'opéra italien du 19e. Et puis, vous avez également l'opéra allemand, vous avez un Wagner, vous avez le Wagner de l'année, souvent, le Wagner de la saison, avec éventuellement un autre opéra germanique, que ce soit un Richard Strauss ou quelque chose comme ça, mais un autre opéra germanique. Et puis, vous avez le 20e qui est couvert, souvent avec deux, trois œuvres du 20e, et puis éventuellement, vous pouvez aussi avoir du 21e. Voilà. Donc, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours ce souci de couvrir un spectre très large qui fait à peu près 350 ans de musique. Voilà. Donc, chaque sensibilité est d'une certaine façon représentée. Et ça, je trouve ça formidable parce qu'on voit que les saisons sont pensées. Les saisons sont pensées. Voilà. Bon, on essaie de faire cette représentativité également. Et c'est ce que j'allais dire, Jean-François fait ça très bien. Voilà. Il y a un peu de tout. Et effectivement, cette année, on a eu Peter Grimes aussi. Donc, on a fait notre incursion là. On est allé aussi au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de Champs-Élysées pour Poulenc. Voilà, donc on a Stravinsky. Donc, on a fait des choses un peu variées, précisément pour s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir les oreilles, s'ouvrir un petit peu les. Voilà. Donc, mais c'est très bien. Écoutez, merci beaucoup. Si personne, vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires, je voudrais remercier encore Bruno pour son dynamisme habituel et son enthousiasme qui fait qu'effectivement, avec celui de Dave, on a envie d'y aller tout de suite. Bon, on va encore être obligé d'attendre une semaine, mais je pense que effectivement tout ça va aller crescendo. Et merci encore. Et c'est un opéra, effectivement, hein, parce que c'est pas simplement un docu-opéra, c'est véritablement, ça s'inscrit dans une série d'autres. La musique est magnifique. D'autres opéras. Les voix, enfin, ce qu'a dit remarquablement Bruno, c'est effectivement l'importance des voix et du chœur, hein, qui est vraiment dans la tradition opératique. Et c'est pas simplement, bon, c'est pas qu'un documentaire. Hein. C'est très loin d'un documentaire. C'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui sait parce que je ne vais pas citer des noms de compositeurs contemporains, mais parfois quand vous entendez les partitions, vous pourriez prendre un autre livret, ils sont interchangeables. C'est-à-dire vous prenez la même musique, alors que lui, il écrit en fonction d'un livret. Voilà. C'est le b.a.-ba pour un compositeur d'opéra. Et il a réussi à transformer un petit peu des personnages historiques, non seulement en personnes humaines, mais aussi en mythes. En mythe, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça. C'est l'histoire du mythe, du héros. C'est l'histoire du héros. Et donc, on se retrouve bien vraiment dans la démarche opératique, hein, qui consiste à dire quelque chose d'universel. C'est pas simplement le documentaire de Nixon qui a fait une visite là-bas. C'est véritablement comment on crée en fait un personnage mythique, hein, une sorte de mythe opératique. Tout à fait. Seul avec ses sentiments, avec le personnage politique qui effectivement au premier acte montre bien bon, le news, hein, donc l'effet tout à fait politique et autres. Et puis derrière, l'homme qui finalement a des... non, c'est quelque chose qui est parfaitement transposable, hein, comme les autres opéras. C'est ça, exactement. Et Jean-François, tu incarnes tout à fait Mao devant sa bibliothèque, là.
Oh, tu verras Mao le jour de la représentation, il est très impressionnant. François ne l'est pas, mais… Bon, merci Voilà. pour la comparaison. C'est vrai qu'il est très très bien, Mao. Là. Il est très bien, le Mao. C'est un Ah rôle oui, extraordinaire. redoutable. Mais c'est un rôle Extraordinaire. redoutable. Mais c'est un rôle Ouais. extrêmement difficile à chanter, Mao. Hein. Ouais, ouais. Un rôle très difficile à chanter. Mais la femme de Mao est remarquable aussi. Oui, ben, ce que je disais, c'est celle qui a chanté. Si Oui. vous étiez à entendre le Cendrillon de Oui. Massy, Oui. c'est elle qui était la fée. Et elle a une très très belle voix. Et elle a chanté également à Londres. Ouais, ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Très Très bien. bien. Merci Donc, on se encore. réjouit. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir, de voir tous les uns et les autres à cet opéra bientôt, le 1er avril. 1er avril. Et c'est pas… Ouais. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.